Ma petite amie a dit, si tu es malade, reste à la maison. Ne ruine pas mes vacances à Tahiti. J'ai répondu, d'accord. Ensuite, j'ai bloqué ses cartes bancaires. Elle a appelé 1 heure plus tard, mais j'ai ignoré l'appel. Ce même jour, toute sa famille s'est présentée à ma porte. Mon nom est Marc. J'ai 32 ans. Je travaille dans la gestion des opérations pour une entreprise de logistique. Je vis à Lyon, et ma vie est assez structurée, des matins de bonne heure, du sport avant le travail, de longues journées, des nuits calmes. Je ne suis pas ostentatoire et je ne mène pas une vie trépidante. J'aime la prévisibilité. Le nom de ma petite amie est Élodie. Elle a 29 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu moins de 3 ans. Nous partageons les dépenses et les projets de voyage. Nous étions censés partir ensemble à Tahiti dans 5 jours pour des vacances de 2 semaines qu'elle avait planifiées de manière obsessionnelle et dont elle parlait constamment. La première chose que les gens doivent comprendre est que je ne suis pas impulsif. Je ne prends pas de décision dramatique lorsque je suis sous le coup de l'émotion. Je suis le genre d'homme qui attend, vérifie les chiffres, puis agit une seule fois. Cela aura son importance plus tard. Environ 1 semaine avant le voyage, je suis tombé malade. Pas une maladie grave, mais suffisamment pour que je me rende dans un centre de soins immédiats. Fièvre, courbatures, fatigue. Le médecin a dit que c'était viral et que j'avais besoin de repos, de liquide et qu'il fallait éviter les longs vols pendant un certain temps. J'ai envoyé un message à Élodie alors que j'étais assis sur le parking. Sa réponse n'a pas été de l'inquiétude, mais de l'irritation. Elle m'a dit que si j'étais malade, je devais rester à la maison et ne pas gâcher ses vacances à Tahiti. Elle a dit qu'elle avait déjà choisi ses tenues, réservé des spas et dit à tout le monde qu'elle partait. Elle a ajouté, « Tu tombes toujours malade à des moments inopportuns. » Cette partie m'a marqué parce que ce n'était pas vrai. J'ai répondu, « D'accord. » Ce n'était pas de la passivité de ma part. C'était ma décision de ne plus m'expliquer auprès de quelqu'un qui avait déjà décidé que j'étais un problème. À ce moment-là, Élodie avait accès à mes cartes. Pas par faveur, mais parce que nous voyagions souvent et que cela facilitait la logistique, vol, hôtel, nourriture. Nous en avions discuté et étions tombés d'accord. Tout était documenté. Aucun secret. Après son message, je me suis assis sur mon canapé, encore en tenue de travail, et j'ai réfléchi à ce que signifierait réellement le fait de rester à la maison. Pas émotionnellement. Logistiquement, c'est là que les choses ont commencé à bouger très vite. Je veux être clair au sujet des cartes avant que les gens ne sautent aux conclusions. Élodie n'avait pas un mauvais emploi. Elle gagnait convenablement sa vie, mais je couvrais la plupart des dépenses partagées parce que je gagnais plus et parce que cela simplifiait les choses. Les vols étaient sur ma carte. Les hôtels étaient sur ma carte. Les visites, les acomptes, les surclassements. Ensuite, nous faisions les comptes mensuellement. Ce système fonctionnait parce que la confiance existait. Ou du moins, je le pensais. Après avoir répondu « D'accord », j'ai ouvert mon application bancaire. Je ne l'ai pas fait avec colère. Je l'ai fait de la même manière que lorsque je résilie un abonnement que je n'utilise plus, calme, méthodique. J'ai bloqué la carte à laquelle elle avait accès. Pas fermé, pas contesté, juste bloqué. Une action réversible qui me protégeait d'être lié financièrement à un voyage où je n'étais plus le bienvenu. Ensuite, j'ai envoyé un courrier électronique à la compagnie aérienne et à l'hôtel. Je me suis retiré de l'itinéraire et j'ai demandé des avoirs là où c'était possible. La réservation du complexe hôtelier à Tahiti était remboursable sous 48 heures. Ce remboursement est allé directement sur mon compte. Les forfaits spa n'étaient pas remboursables, mais ils étaient réservés à mon nom. Je les ai annulés également. Je n'ai pas dit à Élodie que je faisais tout cela. Je n'essayais pas de donner une leçon ou de marquer un point. J'ai simplement séparé mes finances de quelqu'un qui venait de me dire que ma santé était un inconvénient. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel manqué d'Élodie. Puis un autre. Puis un message demandant pourquoi sa carte ne fonctionnait pas dans une boutique du centre-ville lyonnais. Puis un autre message disant que ce n'était pas drôle. Puis un appel d'un numéro inconnu auquel je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis allongé. J'ai enfin dormi pour la première fois en 2 jours. Quand je me suis réveillé,
j'avais 7 appels manqués et un message vocal qui passait de la confusion à la colère en moins de 30 secondes. Elle disait que je la sabotais. Elle disait que j'étais manipulateur. Elle disait que je gâchais tout pour un simple rhume. Je n'ai pas répondu. Vers 18 h, on a frappé à ma porte, ce n'était pas un coup poli, mais un coup coordonné. Quand j'ai ouvert, Élodie n'était pas là. Ses parents étaient là, sa tante Françoise, son frère cadet Lucas, et ils ne souriaient pas. Je ne les ai pas invités à entrer immédiatement. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Cela seul a aggravé les choses. Sa mère a demandé où était Élodie, sans me demander comment je me sentais, ni pourquoi j'avais l'air épuisé, juste où était sa fille et pourquoi ses cartes ne fonctionnaient pas. Son père se tenait à quelques pas en arrière, les bras croisés, comme s'il s'agissait d'un litige commercial. Son frère continuait de faire les 100 pas en vérifiant son téléphone. Ils m'ont dit qu'Élodie était hystérique, qu'elle était en ville avec des amis et que soudainement elle ne pouvait plus rien payer, qu'elle était embarrassée et que je devais régler cela immédiatement. Je leur ai dit calmement qu'Élodie m'avait dit de ne pas venir au voyage si j'étais malade et que j'étais d'accord avec elle. J'ai dit que je m'étais retiré des vacances et que j'avais séparé mes finances en conséquence. Sa mère a ri, pas d'un rire amusé, mais d'un rire d'incrédulité. Elle a dit que les couples ne se faisaient pas cela, que j'étais mesquin et puéril. Elle a dit, les vrais hommes s'occupent de tout. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement Élodie, c'était le système qui l'avait produite. Son père a finalement pris la parole et a demandé si je comprenais combien d'argent avait déjà été dépensé. Je lui ai répondu que oui, parce que c'était mon argent, ce qui a mis fin à l'illusion de calme qui restait. Son frère s'est avancé et a dit que je gâchais la vie de sa sœur pour une grippe. Je l'ai corrigé. J'ai dit que je mettais fin à l'accès financier après avoir été informé que ma présence n'était pas souhaitée. Ils m'ont demandé de débloquer les cartes pour qu'elle puisse terminer ses achats et se calmer. Ils ont dit que nous pourrions discuter plus tard comme des adultes. J'ai dit non. C'était la première fois que quelqu'un dans cette famille entendait ce mot de la part de quelqu'un dont il s'attendait à ce qu'il obéisse. Le visage de sa mère s'est durci. Elle a dit qu'Élodie m'aimait et que je la punissais. Elle a dit que ce voyage était important pour sa santé mentale. Elle a dit que j'étais cruel. Je leur ai dit que cette conversation était terminée et je leur ai demandé de partir. Son père m'a prévenu que je faisais une erreur. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est à nouveau allumé. Cette fois, c'était Élodie et elle ne pleurait plus. Quand j'ai répondu, Élodie n'a pas commencé par dire bonjour. Elle a commencé par hurler. Elle a dit que sa famille lui avait dit ce que j'avais fait et que je l'avais humiliée devant ses amis. Elle a dit que les gens la regardaient pendant que les transactions étaient refusées. Elle a dit que je l'avais prise au dépourvu exprès. Je l'ai laissé finir. Je le fais toujours. J'ai appris que les gens en révèlent plus quand on ne les interrompt pas. Lorsqu'elle s'est enfin tue, je lui ai dit que j'avais fait exactement ce qu'elle m'avait demandé. Elle m'avait dit de ne pas y aller, alors je n'y suis pas allé. Elle m'avait dit de ne pas gâcher ses vacances. Alors, je me suis retiré complètement. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Cette phrase comptait plus que tout le reste. Elle a expliqué qu'évidemment, j'étais toujours censé payer, que les couples se soutiennent mutuellement, qu'elle avait besoin de ce voyage et que j'étais dramatique pour une simple fièvre. Elle a dit que je pouvais me reposer à la maison et rester un bon petit ami. Je lui ai posé une seule question. J'ai demandé si elle serait restée à la maison avec moi si les rôles avaient été inversés. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit que ce n'était pas juste. C'était ma réponse. Elle a commencé à négocier après cela. Elle a dit de simplement débloquer les cartes pour le week-end. Elle a dit que nous parlerions à son retour. Elle a dit que ses parents étaient furieux et que je me faisais des ennemis dont je n'avais pas besoin. Je lui ai dit calmement que la relation était suspendue jusqu'à nouvel ordre et que mes finances n'étaient plus partagées. J'ai dit que j'avais besoin d'espace et de repos. Elle a ri sans aucune gentillesse. Elle a dit que je bluffais et que je finissais toujours par me calmer. Elle a dit que je devais arrêter d'essayer de la contrôler. Je lui ai dit que je ne contrôlais rien, je me retirais. Puis elle a dit quelque chose qui a déclenché une réaction que je ne savais pas encore fragile. Elle a dit que si je ne réglais pas cela immédiatement, elle dirait à tout le monde quel genre d'homme j'étais vraiment. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché.
1 heure plus tard, ma sonnette a encore retenti. Cette fois, c'était juste Élodie, et elle avait des bagages avec elle. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu la valise d'abord, un grand bagage à main rigide, et un sac fourre-tout que je reconnaissais, celui qu'elle utilisait toujours pour les voyages. Élodie se tenait là, les bras croisés, la mâchoire serrée, répétant déjà la version des faits qu'elle prévoyait d'imposer à la réalité. J'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'encadrement. Elle est passée devant moi sans demander et a fait rouler la valise à l'intérieur comme s'il s'agissait d'un enregistrement à l'hôtel. Elle a dit que nous devions parler comme des adultes et qu'il n'était pas nécessaire de faire des scènes. Elle m'a dit qu'elle avait dit à ses parents qu'elle s'en occuperait. Je lui ai demandé de ressortir son sac. Elle m'a regardé comme si elle ne comprenait véritablement pas mes paroles. Puis elle a dit qu'elle restait avec moi ce soir parce qu'elle avait besoin de stabilité et que je lui devais bien cela après ce que je lui avais fait subir. Je lui ai dit non, ce mot à nouveau, court et net. Elle m'a immédiatement accusé d'être sans cœur. Elle a dit que je savais qu'elle détestait être seule quand elle était stressée. Elle a dit que j'aggravais les choses exprès. Elle a dit que si je l'aimais, je ne ferais pas cela juste avant un grand voyage. Je lui ai rappelé que je n'allais pas faire ce voyage. Elle a rétorqué que c'était mon choix et que je ne pouvais pas la punir pour cela. Je lui ai dit que ce n'était pas une punition, c'était un alignement. J'alignais mes actions sur la façon dont elle venait de me montrer qu'elle me percevait. Elle a demandé ce que cela était censé vouloir dire. Alors je lui ai dit. Je lui ai dit que quand j'avais dit que j'étais malade, elle avait vu un obstacle, pas un partenaire. Je lui ai dit que lorsqu'elle avait dit de ne pas gâcher ses vacances, ce qu'elle disait vraiment, c'était que son confort importait plus que ma santé. Je lui ai dit que j'avais écouté la première fois. Elle a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. Je lui ai dit que je ne financerais pas un mode de vie où j'étais facultatif, mais où mon portefeuille était obligatoire. J'ai dit que le fait que sa famille se présente à ma porte pour me mettre la pression prouvait que c'était plus important qu'une simple dispute. Son expression a changé alors, moins de colère, plus de calcul. Elle a dit que nous étions simplement stressés. Elle a dit que Tahiti arrangerait tout. Elle a dit que nous ne devions pas jeter 3 ans pour une seule phrase malheureuse. Je lui ai dit que ce n'était pas une seule phrase, c'était de la clarté. J'ai ouvert la porte et je lui ai demandé de partir. Elle n'a pas bougé. Alors, j'ai ramassé la valise et je l'ai fait rouler moi-même à l'extérieur. C'est alors qu'elle a commencé à pleurer bruyamment, de manière théâtrale, et c'est à ce moment-là que les voisins ont commencé à prêter attention. Une fois que les voisins ont remarqué, Élodie a changé de tactique rapidement. Les pleurs se sont arrêtés presque instantanément. Elle a essuyé son visage, a redressé ses épaules et a baissé la voix comme si elle était soudainement redevenue raisonnable. Elle a dit que nous n'avions pas besoin de public et a demandé si nous pouvions parler à l'intérieur comme des adultes. Je lui ai dit non à nouveau et j'ai fermé la porte. Je me suis appuyé contre elle pendant une seconde parce que mes mains tremblaient, pas de peur, mais à cause de l'adrénaline. Mettre fin à quelque chose proprement demande plus d'énergie que de faire traîner les choses. Elle a frappé une fois de plus doucement cette fois, puis elle est partie. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle se tenait sur le trottoir pendant quelques minutes, faisant défiler des choses sur son téléphone, puis elle a commandé une voiture avec chauffeur. Elle ne s'est pas retournée vers la maison. Je pensais que c'était la fin. Ce ne l'était pas. Cette nuit-là, mon téléphone a recommencé à s'allumer. Des messages de ses amis demandant ce qui s'était passé. Un message de son cousin disant que j'avais humilié Élodie publiquement. Sa mère a laissé un autre message vocal disant qu'elle avait mieux élevé sa fille que cela et que je gâchais quelque chose de bien. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Ce que j'ai fait, c'est envoyer un courrier électronique. J'ai tout documenté, les dates, les messages, les termes exacts qu'elle avait utilisés au sujet des vacances. J'ai joint des captures d'écran. Je me le suis envoyé et je l'ai archivé. J'ai appris que la mémoire se réécrit vite quand les émotions s'apaisent. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant physiquement mieux, mais émotionnellement détaché d'une manière qui m'a surpris. Pas de panique, pas de regret, juste du calme. À midi, Élodie m'a envoyé un message disant qu'elle était à l'aéroport Saint-Exupéry. Elle a dit que si je débloquais les cartes maintenant, nous pourrions prétendre que rien de tout cela ne s'était produit. Elle a dit qu'elle me pardonnerait d'avoir surréagi. Ce message a scellé l'affaire. J'ai répondu une seule fois.
J'ai dit que j'espérais qu'elle apprécierait son voyage et que ses affaires restantes seraient emballées et prêtes à son retour. Je lui ai dit que nous ne communiquerions plus que par courrier électronique dorénavant. Elle a répondu par environ 20 messages en succession rapide, de la colère, des insultes, des reproches, puis de la peur. J'ai mis le fil de discussion en sourdine. 2 heures plus tard, son père m'a envoyé un courrier électronique directement. Un ton différent, poli, presque respectueux. Il a demandé si nous pouvions parler d'homme à homme quand il reviendrait. Je n'ai pas répondu à cela non plus parce que d'ici là, j'avais compris quelque chose d'important, ce n'était pas un malentendu qui devait être résolu. Ce n'était pas une dispute. C'était une limite qui était testée et j'y avais déjà répondu. Elodie est partie pour Tahiti sans accès à mon argent et se fait la suivie tout au long du trajet. Je le sais parce que, malgré la mise en sourdine, je voyais toujours les aperçus, des plaintes concernant les hôtels qui demandaient à nouveau des dépôts, des messages sur les organisateurs de voyages ayant besoin d'une confirmation de paiement. Un message qui disait simplement « C'est humiliant ». Je n'ai pas répondu. Le jour où elle a atterri, sa mère s'est présentée à nouveau, cette fois seule. Pas de cris, pas d'entourage, juste un sourire serré et un ton qui présupposait la coopération. Elle a demandé si nous pouvions nous asseoir et discuter. J'ai dit non et je suis resté sur le porche. Elle m'a dit qu'Elodie passait un moment terrible, que ce voyage était censé être une guérison et qu'au lieu de cela, il était stressant, et que je devais arranger cela avant que cela n'endommage la relation de manière permanente. Je lui ai dit calmement que la relation était déjà terminée. J'ai dit qu'Elodie y avait mis fin au moment où elle m'avait dit que ma santé était moins importante que ses vacances. Sa mère a dit que les relations exigent des sacrifices. J'ai dit que le sacrifice est mutuel, ce n'était pas le cas ici. C'était de l'ingratitude et un sentiment de supériorité. Elle a demandé ce que je voulais, des excuses, de l'espace, du temps. J'ai dit que je ne voulais rien. J'ai dit que je m'étais déjà détaché financièrement et émotionnellement. J'ai dit qu'il n'y avait plus de négociation possible. C'est alors qu'elle a révélé la véritable inquiétude. Elle a dit qu'Elodie avait dit aux gens que j'étais violente et manipulateur, que j'avais bloqué ses cartes pour la punir. Je lui ai dit que c'était pour cela que j'avais tout documenté. J'ai dit que si ces accusations devenaient publiques, je répondrais avec des faits, calmement, minutieusement. Elle m'a regardé pendant un long moment, en recalculant. Elle est partie sans un mot de plus. 2 jours plus tard, un ami commun m'a envoyé des captures d'écran. Elodie avait publié des histoires vagues sur la trahison, les narcissiques et les hommes qui abandonnent les femmes quand elles en ont besoin. Les commentaires affluaient, approbateurs, en colère, théâtraux. Je n'ai rien fait. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Sa tante Françoise m'a contacté en privé. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'Elodie avait toujours été comme cela et que la famille l'avait encouragée. Elle a dit que j'avais fait la bonne chose même si personne ne le dirait publiquement. Ce message a compté plus que je ne l'espérais. Quand Elodie est revenue de Tahiti une semaine plus tôt, elle m'a envoyé un courrier électronique me demandant quand elle pourrait récupérer ses affaires. J'ai répondu avec un créneau horaire et une liste de ce qui était emballé. Aucune émotion, aucun commentaire, juste de la logistique parce qu'à ce moment-là, c'était tout ce à quoi elle avait droit. Elodie est venue chercher ses affaires un samedi matin. J'ai choisi l'heure délibérément, en plein jour, les voisins réveillés, sans ambiguïté. J'avais emballé le tout clairement et je l'avais étiqueté, vêtements, chaussures, articles de toilette, divers. Rien de cassé, rien de caché. J'avais même imprimé une liste d'inventaire et je l'avais scotché sur la plus grande boîte. Elle est arrivée 10 minutes en avance. Son frère Lucas était avec elle, il est resté dans la voiture. Elodie avait l'air différente, fatiguée d'une manière que le maquillage ne pouvait pas masquer. Bronzée par le soleil du Pacifique, mais pas détendue. Elle a essayé de sourire quand elle m'a vu et a dit « Salut », comme si nous nous rencontrions pour un café. Je n'ai pas fait de même. Elle a demandé si nous pouvions parler avant qu'elle ne prenne les cartons. J'ai dit non et je lui ai tendu l'inventaire. Elle a dit que c'était froid. Elle a dit que 3 ans méritaient plus qu'une logistique de trottoir. Je lui ai dit que 3 ans méritaient le respect, c'est pourquoi je ne me disputais pas, je ne l'humiliais pas et je ne faisais pas traîner les choses. J'ai dit que les fins nettes étaient plus bienveillantes que les fins désordonnées. Elle a tenté un dernier angle d'approche. Elle a dit qu'elle avait dit à tout le monde ce qui s'était réellement passé et que les gens étaient de son côté.
Elle a dit que je regretterais d'être têtu. J'ai dit, peut-être, mais je ne regretterai pas d'être clair. Elle a demandé s'il y avait une chance que nous puissions arranger les choses après un certain temps séparés. Je lui ai dit non, et que demander à nouveau ne changerait pas la réponse. C'est alors qu'elle s'est remise en colère. Elle a dit que je la punissais d'être honnête. Elle a dit que tous les couples disent des choses qu'ils ne pensent pas. Elle a dit que j'agissais de manière supérieure. Je lui ai dit que je la croyais. Je croyais qu'elle pensait exactement ce qu'elle avait dit. C'était cela le problème. Elle a arrêté de parler après cela. Son frère est sorti pour charger les cartons. Il évitait le contact visuel. Avant de partir, Élodie a dit qu'elle espérait que je me ferais soigner et elle a claqué le coffre de sa voiture. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il s'en aille. Puis je suis allé à l'intérieur, je me suis assis sur le canapé et je n'ai ressenti rien de dramatique du tout, juste du soulagement. Cette nuit-là, j'ai supprimé l'album partagé sur le nuage informatique de nos voyages. Pas avec colère, juste méthodiquement. Un espace partagé de moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé sans une boule au ventre pour la première fois depuis des mois. C'est alors qu'ai réalisé que ce n'était pas au sujet de Tahiti. Cela ne l'avait jamais été. Quelques semaines ont passé sans contact. Pas de messages, pas de courriers électroniques, pas de rencontres accidentelles. Le silence était propre et ininterrompu, ce qui m'en disait plus que n'importe quelles excuses auraient pu le faire. Quand quelqu'un pense vraiment qu'il a eu tort, il tend la main avec précaution. Quand il pense avoir perdu son influence, il attend. Ensuite, le récit a changé. Un collègue m'a pris à part un après-midi et m'a demandé avec précaution si tout allait bien dans ma vie personnelle. Il a dit qu'il avait vu quelque chose en ligne et qu'il voulait s'assurer que j'allais bien. Il n'a pas voulu me le montrer directement, mais je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, un ami m'a envoyé des captures d'écran. Élodie avait publié une longue histoire sur l'abandon émotionnel, sur le fait d'être contrôlée financièrement, sur le fait d'avoir été quittée quand elle avait besoin de soutien. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais les détails étaient assez précis pour quiconque nous connaissait. J'ai ressenti une étincelle de colère, une seule. Elle est passée rapidement. J'ai transféré les captures d'écran dans le même dossier que tout le reste. Puis j'ai envoyé un courrier électronique, pas à elle, mais à un avocat que j'avais consulté il y a des années pour la révision d'un contrat. J'ai posé une question simple sur la diffamation et la documentation. Il a répondu le lendemain matin de manière calme, rassurante et claire. Je n'ai pas eu besoin de menacer quoi que ce soit. 2 jours plus tard, les publications d'Élodie ont disparu. Sa tante Françoise m'a envoyé un autre message et a dit que la famille avait eu une conversation avec elle, que certaines limites avaient été franchies, que tout ne doit pas être partagé publiquement. Je l'ai remercié et je lui ai souhaité bonne chance. C'était le dernier message que j'ai reçu de quiconque étant lié à Élodie. La vie ne s'est pas améliorée magiquement du jour au lendemain. Je tombais encore malade parfois. Le travail était toujours stressant. Mais il n'y avait plus de tension de fond, plus de marche sur des œufs verbaux, plus d'attente silencieuse que mon rôle soit d'absorber les inconvénients tranquillement. Une nuit, 1 mois plus tard, j'ai réservé un court voyage en solo. Pas à Tahiti, juste un endroit calme sur la côte atlantique, près de Biarritz. L'océan, pas d'itinéraire, pas de pression pour simuler du plaisir. Assis là, je me suis repassé le moment où elle avait dit « Ne ruine pas mes vacances ». Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle ne m'a pas perdu quand j'ai bloqué les cartes. Elle m'a perdu quand elle m'a dit exactement à quel rang je me situais. J'ai simplement cru ce qu'elle disait la première fois. Cela fait 6 mois maintenant. Les gens me demandent encore ce qui s'est passé parfois, généralement avec précaution, comme s'ils manipulaient quelque chose de fragile. Je garde ma réponse courte, nous voulions des choses différentes. C'est assez vrai pour ne pas inviter au débat. Élodie n'a plus jamais repris contact. Pas d'excuses, pas de message final, juste le silence. Je pense qu'à un certain niveau, elle s'attendait à ce que je cède plus tard, qu'elle me manque, que je rouvre la porte une fois le choc passé. Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je suis fort ou fier, mais parce qu'une fois que j'ai vu la structure clairement, je ne pouvais plus ne pas la voir. J'ai rejoué l'histoire dans ma tête plusieurs fois, en cherchant des failles. Aurais-je pu mieux communiquer? Aurais-je pu être plus doux? Aurais-je pu expliquer davantage? La réponse était toujours la même.
L'explication n'était pas la pièce manquante. C'était le respect. Je n'ai pas bloqué ces cartes pour la punir. Je les ai bloquées parce que j'ai écouté. Elle m'a dit que ma présence était facultative, alors, je l'ai retirée. Elle m'a dit que ma santé était un inconvénient, alors, j'ai cessé de m'offrir comme une ressource. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la cohérence. La partie la plus révélatrice n'était pas ce qu'elle m'avait dit, mais ce qu'elle attendait après. Elle attendait un accès sans responsabilité, un soutien sans considération, un partenariat sans réciprocité. Et quand cela a disparu, l'indignation n'est pas venue de la perte, mais d'un sentiment que tout lui était dû. Depuis lors, ma vie est plus calme. Plus aucune famille ne se présente sans prévenir. Plus de culpabilité déguisée en amour. Plus de conversation où je dois traduire la décence élémentaire en quelque chose de raisonnable. Je sors maintenant avec quelqu'un, lentement, avec de meilleurs filtres et des limites plus fermes. Je fais attention à la façon dont les gens réagissent quand les choses ne vont pas dans leur sens. C'est là que réside la vérité. S'il y a un conseil ici, il est simple, quand quelqu'un vous dit quel est votre rang, croyez-le. Quand quelqu'un dit « ne ruine pas mes vacances », entendez la phrase entière. Et quand vous vous choisissez calmement et proprement, ne vous en excusez pas. La clarté n'est pas dramatique. Elle est juste finale.